Ce livre, Toi, moi et le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité aux éditions Flammarion. Et avec nos invités ce matin, Marie-Pierre Samitier, journaliste. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Hervé Cassi, qui est pédopsychiatre aux hôpitaux pédiatriques de Nice CHU et président de l'association justement sur ce qu'on appelle le TDAH. Oui, absolument. Bienvenue, Qui est bonjour. en duplex de Nice. Bonjour, Hervé Cassi. Bonjour. 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 Avant de venir en fait en détail sur ces troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, il y a eu quelques livres, quelques ouvrages dessus, mais j'ai l'impression que cette question, finalement, elle était un peu taboue sur les hyperactifs, etc. Dans notre société, on n'avait pas beaucoup en parlé. On disait oui, bon non, mais faut le calmer, ce gamin, et puis tout ira mieux. C'est de là, Marie-Pierre Samitier, qu'est venue cette idée de ce livre, qui est un peu original sur la forme, quoi. Oui, parce qu'on pensait en fait dans l'opinion publique que c'était assez accessoire finalement. C'est un sujet pourtant extrêmement grave qui justement coûte très cher à l'assurance maladie sur la durée. Et donc ce côté accessoire, il fallait absolument l'arrêter et démontrer avec justement une démarche scientifique, c'est le cas du livre, mais aussi des témoignages, que cette question, c'est une question de santé publique, de coût pour l'assurance maladie et de prévention. Voilà. Ouais. Oui, parce que ça concerne combien de personnes à peu près en France? Alors, on a une idée ou pas? On a une idée, c'est 2 millions de personnes en France, beaucoup d'enfants bien sûr, mais aussi des adultes. Ouais. Et c'est en cela qu'avec le docteur Cassi, nous avons travaillé, c'est-à-dire que les adultes ont aussi et continuent d'avoir cette pathologie, bien entendu, mais toute la question est celle du diagnostic. C'est ça, oui. Et justement, docteur Cassi, est-ce que pour les parents qui nous écoutent et qui auraient un enfant qui déconcentré à l'école, comment on fait ce diagnostic et sur combien de temps? Parce que j'imagine que c'est pas juste en allant voir un médecin pendant 10 minutes qu'on arrive à diagnostiquer ce problème. Alors, premièrement, le terme hyperactif est un peu erroné, puisque le gros du problème sont les troubles de l'attention. Oui. C'est-à-dire que des enfants qui bougent, ça on en connaît, il y a plein de raisons, mais des enfants qui sont inattentifs et qui deviennent des adultes inattentifs, c'est autre chose, c'est vraiment le TDAH. Le TDAH, donc, on le diagnostique de manière clinique exclusivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test psychologique, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas d'IRM ou de scanner à faire. C'est l'expérience clinique du médecin et sa connaissance des symptômes et des retombées des symptômes, des conséquences qui sont... Vous nous entendez? Vous nous entendez? Oui, vous m'entendez mal? Oui. On va essayer de régler un petit peu la liaison, mais ça va continuer pour l'instant, en tout cas. Le diagnostic, il est essentiellement clinique. On s'appuie très peu sur des examens paracliniques et c'est donc la formation du médecin qui est essentielle parce que si on n'est pas formé, on attribue les symptômes à d'autres troubles et donc on engage les gens dans des boucles sans fin de prise en charge qui n'aboutissent à rien et on ne fait qu'augmenter les conséquences négatives du trouble. Et quelles sont les causes, finalement? Est-ce qu'on le sait vraiment? Alors, on sait dans quelle zone il faut chercher, mais on ne sait pas quelles sont les causes. On est sur un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire comme l'autisme, comme les troubles d'apprentissage type dyslexie, etc. Donc, on est sur une pathologie génétique, plurigénétique, et en fait, on sait qu'il y a des zones dans le génome qui sont impliquées, mais on n'a pas un gène impliqué, d'où la difficulté à avoir des études génétiques très, très, très poussées. Néanmoins, on a des consortia au niveau international qui collectent énormément de données. On est à l'époque des big data et on sait qu'il y a des zones du génome qui sont impliquées. Ouais. On sait du coup que c'était une pathologie héréditaire, c'est-à-dire que quand on diagnostique un enfant avec un trouble de l'attention, généralement, on a au moins un des parents atteint, si ce n'est la fratrie, si ce n'est les cousins, les tantes, les oncles, etc. Ouais. Donc, en fait, on ouvre la boîte de Pandore à chaque fois. Bon, allez, on va continuer ensemble avec vous, Hervé Cassi et Marie-Pierre Samitier. Et puis, vos questions également au 0826 300 300. Comment déterminer détecter et à partir de quel moment il faut s'inquiéter aussi? Parce que c'est vrai que pour certains, on se dit, oui, ils sont peut-être un peu hyperactifs, mais ils ne sont peut-être pas non plus, ils ne souffrent peut-être pas. Malade, oui, non, bien sûr. Et puis ensuite, il y a toutes les prises en charge aussi et les traitements, parce
que ça c'est particulièrement intéressant. Vous pouvez poser vos questions hein, d'ailleurs, si vous avez des interrogations, 0826 300 300, on revient ensemble dans... Et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, avec nos deux invités pour en parler, avec Marie-Pierre Samitier, journaliste, et le docteur Hervé Cassy, qui est pédopsychiatre aux hôpitaux pédiatriques de Nice CHU. Oui, et puis dans un instant, vos appels au 0826 300 300, n'hésitez pas à poser toutes les questions concrètes, parce que c'est un sujet, je le disais tout à l'heure en démarrant, qui était un petit peu tabou. On ne savait pas à partir de quel moment on pouvait souffrir de ces troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité. Est-ce qu'il y a des éléments, Marie-Pierre Samitier, avant de poser la question au professeur Cassy, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs, notamment chez les enfants, séparation, moments difficiles ou autres? Alors, il y a effectivement des éléments déclencheurs. Ça peut être du stress, du fait de la séparation effectivement des parents, d'un environnement particulier, par exemple à l'école avec du harcèlement. Hein, nous le racontons dans le livre. Ouais, il y a des témoignages. Ce sont des témoignages de jeunes qui sont surtout en primaire et au collège et qui sont finalement mis de côté, harcelés. Donc, ce sont des... Et puis, par les professeurs aussi d'ailleurs, hein, parfois, du fait de, de l'inadaptation de ces jeunes enfants, adolescents au système scolaire. Et donc, il y a des grandes difficultés qu'il faut surmonter. Il y a cette errance médicale dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, les parents ne savent pas quoi faire, n'ont pas justement connaissance de ces fameux signes dont on parle, qui sont des signes précis, donc des enfants qui se lèvent en classe, qui prennent un prétexte pour aller jeter un papier pour se lever, se rasseoir, sortir. Oui, mais ça, on peut dire que c'est un problème d'éducation. C'est possible aussi, voilà. D'où la complexité et la difficulté de diagnostiquer. Hein, d'où l'importance, en fait, de la mise en place de protocoles, de connaissance aussi de ces signes et de protocoles qui permettent d'identifier les troubles, ce qu'a fait le docteur Cassy. Mais pour le corps enseignant, déjà. Et pour le corps enseignant qui, justement, a besoin de formation pour détecter ces enfants si particuliers et qui, pourtant, ont un vrai potentiel. Hein. Il faut savoir que ces enfants sont souvent, d'ailleurs, très intelligents et les parents sont perdus face à ces enfants et qui n'écoutent pas en classe et qui le soir rentrent et n'ont rien appris et qui échec scolaire et alors échec scolaire et les parents qui c'est l'histoire d'Antoine dans le livre refont le cours le soir. Il y a une maman qui dit moi je suis en fait la maman professeur, j'ai pas été la maman qui entoure, qui embrasse, etc. Je suis devenue un professeur toute ma vie jusqu'à ce que mon fils soit en seconde. Là je pouvais plus suivre les cours de maths, j'ai pris un professeur. C'est une situation terrible en fait. Oui, c'est vrai, il y a Antoine, il y a Sophie, il y a beaucoup de témoignages et c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut s'identifier aussi. Professeur Cassy, est-ce que aussi c'est parce qu'il n'y a pas de formation peut-être suffisante et d'approche aussi chez les médecins classiques, même les pédopsychiatres en général, peut-être qu'ils ne s'intéressaient peut-être pas trop à ces questions précédemment, auparavant? Alors, oui, ça c'est vrai, il n'y a pas de formation officielle jusqu'à il y a peu de temps, puisque dans ce qu'on appelle le référentiel de psychiatrie, c'est les questions de l'internat, on va dire, le TDAH prend une place plus importante depuis quelques années, depuis 2-3 ans tout simplement. Donc jusqu'à maintenant, les gens n'étaient pas formés. Pareil pour les psychologues, pareil pour tout le monde. On a malheureusement en France, mais dans d'autres pays aussi, une pression du dogme psychanalytique aussi, qui fait que les troubles du neurodéveloppement ne peuvent pas émerger, tout simplement parce qu'on est sur deux espaces totalement distincts. Et que les gens qui veulent faire des ponts entre les deux font surtout de grands écarts. Vous parliez de problèmes d'éducation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, je dis ça peut être une excuse, hein, bien souvent, c'est ce qu'on va chercher. Ça peut être perçu comme un problème d'éducation. Exactement. C'est l'interprétation que les gens en font, c'est un enfant mal élevé, ce sont des parents qui ne sont pas compétents, c'est un milieu défavorisé, donc ça c'est normal. En fait, non, ça touche tous les enfants, quel que soit le milieu, ça n'est pas une question d'éducation du tout. Simplement, le trouble est quand même très polymorphe. On a, je vous disais tout à l'heure, des troubles de l'attention quasiment exclusifs et puis des enfants qui bougent. Donc on a les deux pieds en fait. On a le trouble attentionnel et on a l'hyperactivité. Et il y a des enfants qui n'ont pas d'hyperactivité. Et cela passe entre les gouttes, on va dire, mais alors majestueusement, c'est-à-dire qu'on va diagnostiquer très tardivement, c'est-à-dire en 4e, en seconde. Des enfants qui ont été en difficulté tout le temps, qui ont
tenté de compenser, qui sont arrivés pour la plupart, mais au prix d'efforts très très importants. Oui. Est-ce que vous voulez dire, professeur Cassi, que quand on s'aperçoit qu'un enfant a des difficultés à suivre en classe, à se concentrer, à maintenir son attention, il oublie les choses, etc., que nécessairement, forcément, il faudrait faire une forme de test, de dépistage pour savoir s'il souffre de ces troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité ou pas? Ah oui, c'est très facile. On a démontré dans une étude épidémiologique que j'ai réalisée en 2009 que les enseignants étaient tout à fait capable de diagnostiquer ou au moins de suspecter fortement le trouble. C'est clinique, encore une fois. Donc, il suffit d'avoir un ensemble de critères suffisamment, en nombre suffisant pour suspecter le diagnostic. On est sur un ensemble de critères qui ne bougent pas depuis une trentaine d'années, en fait, il faut le savoir quand même. Pourquoi? Parce qu'ils sont très homogènes et qu'ils sont prédictifs. C'est-à-dire quand ils sont présents en nombre suffisant, on peut prévoir la trajectoire des enfants. C'est quand même dramatique. C'est-à-dire qu'on sait comment les enfants vont évoluer, quels risques ils vont courir, que ce soit l'exclusion scolaire, la stigmatisation, l'échec scolaire, que ce soit des addictions aussi, parce que quand on est mal dans sa peau, on se rapproche des gens qui vont encore plus mal et qui vous proposent des solutions pas forcément très légales. Il y a des drogues aussi qui calment, tout simplement, donc ils vont s'automédiquer entre guillemets. Et moi j'ai des adultes qui sont automédiqués depuis des années. D'ailleurs c'est pas anodin si ce sont des addictologues qui se sont saisis du problème du TDAH chez l'adulte, parce que dans leur population, ils ont énormément de TDAH non diagnostiqué. On a une étude de Genevoise, je crois, qui doit remonter à une dizaine d'années, sur les cocaïnomanes, qui montrait que 40% étaient des TDAH non diagnostiqués. Et quand on les traitait, ils arrêtaient leur cocaïnomanie. C'est quand même fou. On est sur des gens qu'on peut traiter. À partir de quel âge, quand on est enfant, ça se détecte? Si on devait donner une moyenne, de dire, voilà, à partir de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans? Alors, il y a deux choses à voir. Il y a le pic d'âge auquel on diagnostique. Alors, l'hyperactivité, forcément, c'est un enfant qui va gêner en classe, qui va perturber les cours, donc on va l'amener vers un consultant assez rapidement. On va dire que le pic est autour de 8 ans. S'il n'y a pas d'hyperactivité, comme je le disais tout à l'heure, on va rentrer sur une trajectoire beaucoup plus longue avec des enfants qui vont pas être diagnostiqués avant le collège, voire le lycée. Ensuite, le trouble, même s'il est homogène et si on sait à quoi il est dû, grosso modo, il y a des manifestations qui varient. C'est-à-dire que moi, je reçois par exemple des mères qui me disent « mais cette grossesse-là, cet enfant-là dans mon ventre, il bougeait déjà énormément par rapport aux autres, c'était pas le même ». On a des mères qui vous disent c'est un enfant génial, à partir du moment où il a voulu marcher, il a couru en fait. Donc il a pas fait de pattes, il s'est levé, il a couru. Il a commencé à 9 mois. Il y en a qui vous disent que c'est à la crèche, d'autres qui vous disent que c'est en maternelle. Souvent c'est au CP, parce qu'au CP on demande à l'enfant de se tenir assis et de commencer à écouter les cours. Et là ça devient très difficile. Donc on a tout un panel d'âge en fait. Donc c'est vraiment un spectre, c'est pas un âge précis de démarrage. Frédéric est avec nous au 08 126 300 300. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. De Gironde. Bonjour. Oui, bonjour Cécile. Alors, est-ce que vous avez été confronté justement à ça, vous-même ou vos enfants? Mais c'est toute notre vie, quoi. Toute votre vie. Ouais. C'est-à-dire enfin, notre vie de parents, je veux dire, parce que nous, jeunes parents, on a été confrontés, on a 3 enfants et 3 hyperactifs, quoi. Ah oui. Ouais, et là, nous, le pire, c'est qu'on a toujours été demandeurs et systématiquement, on était des mauvais parents, quoi, systématiquement. Mais c'est-à-dire à partir de quand, Frédéric, vous avez été demandeur et comment d'ailleurs? C'est intéressant et Marie-Pierre Samitier et le professeur Cassi sont là aussi pour vous répondre. Dès la maternelle. Dès la maternelle, oui. Voilà, nous on a donc 2 garçons et une fille. Bon, nous on a eu des premiers soucis qui étaient un petit peu autres et qui ont caché un peu ça, dans le sens où mon premier garçon n'a pas accepté le fait d'avoir un frère. Et il était toujours sur son frère. On était très vigilants entre la fratrie. Et après, il y a eu des soucis à l'école. Et à l'école, on était appelés et on venait, on expliquait bien qu'on était entièrement d'accord pour qu'il y ait de l'ordre, puisque on n'est pas non plus des gens qui laissent faire. Donc à chaque fois, on a eu le droit à un diagnostic par le professeur que s'il y a de la violence, c'est peut-être qu'il reproduit un schéma. C'est exactement ce qui est raconté dans le livre, ce que vous disiez. Donc, nous, on a bataillé, on nous a induit en erreur pendant 4 années. 4 années, on nous a dit qu'il fallait voir un CMP. Donc on s'est CMP qui est un conseiller.
Non, c'est une structure médico, enfin pour enfants. Oui, absolument. Donc bon, on y a été. Alors on nous a dit oui, bon bah il bouge. Alors on nous a expliqué comment être des parents, bien sûr. Oui. Tout ce qu'on faisait, c'était mal, bien sûr. Et mais là, vous vous adressiez à qui? C'était un médecin? C'était un pédopsychiatre avant? Non, c'est une structure où il y a des pédopsychiatres, des psychomotriciens. Il y a un peu tout le monde qui vient un peu s'occuper. Ils font moi ce que j'ai pas appris. Enfin, nous à l'époque, on était totalement démunis parce que jeunes parents avec des gros problèmes. Quand je vous dis des problèmes, c'est pas petit parce que on a même eu nous une plainte de maltraitance. On a eu beaucoup de. C'est parti très très loin l'histoire, très loin. Nous, on a supposé à un moment qu'il y avait de l'hyperactivité. On nous a dit ils sont trop jeunes pour le détecter. Il faut voir ça plus tard. Après, quand on a été quand même insistant, parce qu'on a dit quand même pour qu'il bouge autant, c'est certainement de l'hyperactivité. On nous a fait voir un spécialiste. À l'époque où nous étions en Picardie, du côté de Beauvais, on nous a fait voir un spécialiste à Amiens. À Amiens, le spécialiste l'a vu. Allez, mon premier garçon, il a dû le voir un quart d'heure en tout et pour tout. En nous disant, écoutez, il est absolument pas hyperactif parce qu'on arrive à capter son attention. Un enfant qu'on capte son attention, il n'est pas hyperactif. Voilà. Donc on a eu droit à beaucoup de choses. On avait des rendez-vous, je vous dis, pendant 4 ans pour mes 2 garçons. Ils avaient 3 rendez-vous par semaine au CMP où on leur faisait faire de la psychomotricité, on leur faisait faire un petit peu des cubes, des machins. Et ils avaient une séance où ils étaient à 3 enfants avec des troubles, enfin... soi-disant des troubles, pour savoir comment ils se comportaient en communauté. Donc pour essayer de leur dire il faut faire ci, il faut pas faire ça. Et on a eu pas mal de choses comme ça. On a déménagé parce qu'on a eu des petits soucis et on a préféré s'écarter un peu, enfin de tout. Et pour le travail aussi. Donc on est parti en Gironde. Ça fait 10 ans que nous sommes en Gironde. Alors mes enfants mon grand avait 6 ans, donc maintenant il a 8 ans. Parce que maintenant, il a 18 ans maintenant. Et donc, à l'époque, on est arrivé ici. Ils avaient un âge quand même de raison. J'aurais dit, écoutez, on arrive dans une région totalement différente. Vous avez plus l'étiquette ici. Là-bas, à chaque fois, on disait, oui, mais c'est le gamin. Tu vas voir les problèmes qu'on a eu l'année dernière. C'était que ça. Ils avaient déjà une étiquette. On est arrivé ici. J'aurais dit, écoutez, ici, personne vous connaît. Vous allez vous faire des copains, ça ira mieux. Dès la première année, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Et aujourd'hui, alors, est-ce que vous avez réussi? Comment vous êtes adapté? Comment ça s'est passé? Moi, il y a une maman qui est venue m'interpeller en me disant, écoute, je suis un peu malheureux de voir ce qui se passe avec tes enfants, mais j'ai l'impression de voir mes filles il y a des années en arrière. Et mes filles sont toutes hyperactives. C'est-à-dire, on est suivi par un neurologue sur Langon, donc un neurologue réputé. Elle dit, je peux essayer de voir avec lui pour qu'il te programme un rendez-vous. Et il est spécialiste de l'hyperactivité. Donc, elle a réussi à nous caler un rendez-vous, on y va. Allez, pendant 20 minutes, il nous a totalement zappé. Je veux dire, on était devant lui, et on était constamment en train de faire un peu tiens-toi comme il faut, tiens, joue pas avec ça, fais pas ci, fais pas ça. Et d'un seul coup, il lâche ses documents et il dit écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre calvaire, il est fini parce que vos enfants, je viens de les observer, ils sont hyperactifs. Et vraiment, hyperactifs sévères. Et il a dit, là, ce que j'étais en train de lire dans mes mains, là, c'était le rapport que j'ai demandé du CMP dans l'Oise pour voir un petit peu à quel enfant j'avais affaire. Et il dit, mais c'est pas possible. C'est un rapport à charge où on parle même de maltraitance dedans. Il dit, comment on peut parler de ça alors pendant 4 années, ils n'ont jamais été capables de vous trouver vraiment ce qu'ils n'avaient pas. Et il nous a... Alors, bien sûr, on est passé par une posologie. Ce coup, j'étais pas vraiment médicament. J'ai dit, vous êtes sûr? Il dit, mais écoutez, vos enfants, je vous dis qu'ils sont malades. Ils ne bougent pas, vos enfants. Ils sont malades. Ils ont un trouble neurologique. Donc, il y a des connexions dans le cerveau qui se font pas dans une région du cerveau qui met en interaction l'irritabilité, le fait que vous ne pouvez pas assimiler les consignes, que vous ne pouvez pas tenir en place. Enfin, une fois qu'il y aura cette posologie, ça va aller mieux. Donc, il y avait un médicament qui devait doper un petit peu l'attention, et puis un autre justement pour faire un peu reposer le trop plein d'énergie. Et aujourd'hui, ça va?
Eh ben, écoutez, maintenant, ils sont tous, dès la première fois, je peux vous assurer, hein, je m'en rappellerai toujours parce que j'avais le professeur de mon deuxième garçon, dès qu'il me voyait au portail, il avait tout de suite une tête, on aurait cru qu'il était suicidaire, le gars, je vous promets. Il venait me voir, j'ai dit ça va, il dit mais c'est pas possible, chaque jour est pire que la veille. Chaque jour est pire que la veille. Le jour où ils ont pris leur traitement. Je suis arrivé pour venir chercher mes enfants. Le même professeur m'a vu. Il avait un teint un peu plus. Oh, il a ouvert les yeux. Il est venu me voir. Il m'a dit écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre fils, mais là, il fait attention. J'ai rien eu à lui dire aujourd'hui. Et je lui ai expliqué. Il m'a dit ah oui non l'hyperactivité on m'en a déjà parlé. Je sais que c'est quelque chose d'assez important et c'est magique ce médicament. C'est pas possible. Ben voilà. Alors à travers votre témoignage, merci hein, Frédéric. Vraiment restez avec nous d'ailleurs avec le professeur Cassis et Marie-Pierre Samitier. Je pense que c'est résumé. Vous auriez pu être dans le livre de Toi, moi et le trouble du déficit de l'attention avec de l'hyperactivité. C'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est très important. C'est un témoignage très important sur l'antenne de Sud Radio parce que finalement les parents sont en quelque sorte vilipendés, montrés du doigt, soupçonnés de maltraitance. On les déclare parents toxiques, on les déclare mères toxiques. On dit c'est de leur faute. Et on les accuse. C'est très grave parce que ça peut conduire jusqu'au tribunal des enfants. Et donc aujourd'hui, il faut prendre ce chantier en main. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir désormais un chargé interministériel de la santé mentale, Franck Bellivier, qui est un psychiatre formidable et qui va pouvoir peut-être mettre en place un travail sur cette question du trouble de l'attention. Un soutien psychologique aussi pour les parents, parce qu'on voit la détresse de Frédéric. C'est toute la question, c'est-à-dire que c'est tout un système qui est mis en place, montré du doigt, le système familial, alors que justement, il tente de résoudre les problèmes, mais malheureusement, il y a justement une méconnaissance au niveau des CMP, les centres médico-psychologiques dont sont dotés les grandes villes. Il y a donc une méconnaissance aussi au niveau du corps enseignant et même de certains médecins. On l'a vu en fait, et on va redonner la parole dans un instant au professeur Cassis justement pour répondre à ça, et puis d'autres auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300, on se dépêche, on arrive quasiment à 10h. Au 3 avril 9h, édition sur aliexpress.com. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Un sujet très important, le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité aux éditions Flammarion, avec le docteur Hervé Cassis et la journaliste Marie-Pierre Samitier qui est avec nous aujourd'hui. Oui, docteur Cassis, on voit quand même qu'il y a un problème de détection à travers l'exemple qu'on avait tout à l'heure de Frédéric et du corps médical, quoi, y compris de gens qui doivent être normalement des spécialistes. Exactement, c'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est saint Thomas d'Aquin qui disait « Je crains l'homme d'un seul livre ». Et je crois qu'on est dans cette situation, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont lu quelque chose et qui en font une religion, malheureusement. Alors que moi, j'ai pas honte de dire que c'est mes patients qui m'ont appris mon métier. J'en suis même très heureux parce qu'au fil des consultations, je voyais se répéter des schémas, des symptômes, des choses qui revenaient systématiquement. Et l'histoire de l'auditeur, là, elle est tellement éclairante. Enfin, beaucoup de mes patients ont vécu ce genre de choses, jusqu'à l'information préoccupante au procureur de la République, l'éducateur, l'enquête sociale, la stigmatisation, parce que voilà, ce qu'il vous raconte aussi, c'est quand l'instituteur commence à être mal et l'accuse en quelque sorte de ne rien faire pour ces gamins qui s'aggravent de jour en jour, c'est de la stigmatisation. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation publique, c'est-à-dire que on arrive à stigmatiser l'enfant, ensuite on stigmatise son entourage, et dans le livre on montre bien aussi que les médecins qui se battent, parce que je suis pas le seul, attention, on est quelques dizaines quand même, quelques centaines en France, à prêcher peut-être un peu dans le désert, eux on est stigmatisés aussi, parce qu'on est les méchants qui donnent des traitements, alors que les traitements finalement répondent à une situation biologique et qui ne sont pas la solution. Il faut aussi insister là-dessus. Il y a des approches non médicamenteuses qui sont efficaces. Moi, j'ai pratiquement 2000 patients en 20 ans et je peux vous dire que j'en ai moins de la moitié qui ont pris un médicament. Oui, justement. C'est pas l'obligation. Justement, on la voie médicamenteuse, mais est-ce qu'on peut donner 2-3 conseils justement de la vie au quotidien pour aider ?
Alors, 2-3 conseils. Il y a des bouquins entiers là-dessus. Disons que... votre livre. Votre livre déjà est important. Déjà, non, mais je crois que la première chose, c'est déjà d'ouvrir les yeux, on va dire, et dire il y a la possibilité que ça soit un trouble biologique. À compter de ce moment-là, on a des comportements. Et ces comportements, on peut les renforcer ou on peut les contrôler. Or, une mauvaise éducation risque d'augmenter les troubles, ne serait-ce qu'une éducation trop rigide. Et les parents ont tendance à devenir rigides parce qu'il faut, entre guillemets, éduquer l'enfant. On leur a dit qu'il fallait éduquer l'enfant. Donc, ils vont être de plus en plus rigides et les comportements de l'enfant vont être de plus en plus intenses. En fait, ce qu'il faut, c'est apprendre à récompenser les bons comportements, on va dire, et à ignorer les mauvais comportements. Et ça, c'est contre-intuitif pour les parents, mais ça marche très bien. Oui. Allez, autre témoignage, il nous reste 2 minutes maintenant. C'est Stéphanie qui est avec nous, qui est accompagnante d'élèves en situation de handicap et qui a dû s'occuper comme ça d'enfants hyperactifs. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Alors effectivement, je suis AESH. AESH, ça veut dire accompagnante d'élèves en situation de handicap. Et dans le cadre de nos missions, effectivement, nous accompagnons des élèves atteints de ce type de troubles par rapport aux difficultés pour ces élèves de rester attentifs et puis par rapport au fait que ces enfants peuvent intervenir intempestivement et perturber le déroulement de la classe ou les autres élèves. Voilà. Donc... on peut agir sur 3 niveaux, même si chaque élève a ses particularités. On peut agir au niveau de l'attention en évitant toute source de distraction, c'est-à-dire ne pas placer un élève hyperactif près d'une fenêtre ouverte ou une fenêtre tout simplement, ou près d'une porte. Il faut toujours maintenir un contact visuel avec cet élève. Sur la table, pour ne pas qu'il s'éparpille, il faut laisser le strict minimum au niveau du matériel. Au niveau des consignes, il faut les énoncer une à une, les reformuler ou utiliser des surligneurs pour bien mettre en évidence la tâche à effectuer et pour pas que l'élève se perde dans une consigne qui serait trop longue. Et il ne faut pas non plus hésiter à se mettre derrière l'élève pour l'encourager, comme disait le professeur, pour valoriser, voilà. Il faut et de la patience, quoi, aussi. Et de la patience. Voilà. Merci en tout cas, Stéphanie, pour ce témoignage où on le voit, c'est particulièrement important. Et sans doute, vous avez dit tout à l'heure 2 millions à 2,5 millions de personnes concernées. Peut-être plus parce qu'on n'a pas détecté et qu'il y a un gros travail à faire. En tout cas, merci pour ce livre, docteur Hervé Cassis, Marie-Pierre Samitier de France Télévisions, France 2, tous vos reportages autour de la santé. Merci Toi, Patrick. moi et